Bonsoir à vous tous, merci d'être à nouveau au rendez-vous du programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, nous allons au Mali avec cette question qui concerne la présidentielle. Est-ce qu'on se dirige vers des contestations? En tout cas, 2 tiers des 24 candidats au premier tour de l'élection présidentielle ont affirmé mercredi qu'ils n'accepteraient pas des résultats affectés par des irrégularités dans une série de circonscriptions dans l'attente du verdict des urnes. Parmi les signataires de la déclaration commune présentée à la presse figure notamment le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé et l'homme d'affaires Aliou Diarra. On va évoquer le sujet avec Didier Assogba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Alors, est-ce que déjà la présidentielle malienne est entre guillemets un peu sur la braise? Oui, même si on ne peut pas dire tout de go que l'élection présidentielle malienne est sur la braise, elle est de toute façon en difficulté avec la sortie de pas moins de 18 candidats à cette élection-là qui ont relevé un certain nombre d'irrégularités. Comme on a souvent coutume en Afrique ici, un certain nombre d'irrégularités qui auraient donc entaché le déroulement du scrutin dans plusieurs circonscriptions électorales à travers le pays et même dans la capitale, des soupçons d'ailleurs qui pèsent sur la Cour constitutionnelle, sur d'autres institutions, le gouvernement, sur d'autres institutions donc, qui sont impliquées directement dans l'organisation de l'élection. Il faut dire donc que cette élection-là a du plomb dans l'aile et donc a des difficultés quant à son aboutissement. Est-ce que ce qui accrédite un peu les soupçons de ces candidats, ce n'est pas aussi le délai trop long dans la proclamation des résultats? Non, peut-être que... Non, disons non, parce que est-ce que le Mali s'est préparé à proclamer les résultats de l'élection le plus tôt possible? Je ne pense pas. Parce que vous savez, c'est un pays qui est en difficulté depuis 2011, notamment un pays en difficulté qui connaît des situations donc au nord, jusqu'un peu dans le centre du pays. Et donc il sera difficile pour les agents électoraux et donc pour les agents de la commission électorale d'acheminer assez facilement les résultats et de converger vers la capitale les matériels électoraux dans peu de temps, puisque vous savez, le Mali, c'est l'un des vastes pays du continent. Et donc, il faut du temps pour être sûr de faire une élection de qualité, de proclamer des résultats justes, pour ne pas s'empresser de donner des tendances, pour faire croire comme si c'était les résultats. Et donc, moi, l'attente ne me dérange pas, mais le déroulé même de l'organisation du scrutin, le déroulement donc des opérations de vote le 29 juillet dernier et le comportement du gouvernement, des structures de l'État et du président candidat sortant donc accrédite un peu cette sortie des autres candidats qui donc mettent en garde à cet instant la commission électorale et les autres institutions qui devraient proclamer les résultats. Donc ça leur donne plutôt l'opportunité de revoir les choses de fond en comble pour voir un peu donner des résultats qui sembleraient justes et qui reflèteraient la réalité. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu des signes avant-coureurs de ceci avec tout ce qu'il y a eu autour du fichier électoral? Oui, oui. Des signes avant-coureurs d'abord avec la tentative de modification de la Constitution qui n'a pas prospéré, la tentative la loi électorale elle a été revue un peu, et puis le fichier électoral dont les opposants ont réclamé donc l'authentification avant l'élection présidentielle. Le gouvernement n'a pas jugé bon à céder à cette demande. Donc du coup, on arrive au jour du vote avec des électeurs fictifs, la plupart déjà décédés, et donc dont on a donné des cartes. On a donné des cartes à des personnes, on va dire, non habilitées à voter en tant que Maliens. Donc on leur donne des cartes des personnes déjà décédées et dont les noms se trouvent sur le fichier électoral, sur les listes électorales. Donc il y a donc irrégularité déjà au niveau de la liste, du fichier électoral qui n'est pas fiable et donc qui va au finish fausser l'issue de l'élection.
donner des résultats frauduleux, peut-être à l'avantage du candidat du pouvoir. On verra bien. Mais Ibrahim Boubacar Keïta ne gagnerait pas à se faire cette mauvaise publicité de gagner les élections, alors que, de s'octroyer la victoire, alors que les conditions qui devraient être réunies pour que son élection et ça ne souffre d'aucune contestation ne sont pas réunies à ce jour. Et donc, s'il gagne dès le premier tour, ce sera un scandale et le Mali n'a pas besoin de cela. Mais dans le schéma actuel que présentent les 2/3 de ces 24 candidats, est-ce qu'on n'est pas dans le classique qu'on connaît aussi aux oppositions en Afrique? Dès qu'elles participent à un scrutin, elles crient déjà à la fraude avant même les résultats. Non, jusqu'à cet instant, le pouvoir n'a pas, le gouvernement et les institutions mises en cause par les candidats n'ont pas réagi. Si elles avaient des éléments contraires à ce qui leur est reproché, ils auraient peut-être déjà fait un point de presse ou ne serait-ce que sortir un communiqué pour prendre le contre-pied de ce que les autres candidats disent. Mais c'est une réalité que le fichier électoral déjà pose problème et que le gouvernement même a reconnu. Et les candidats à l'élection présidentielle ont rencontré le Premier ministre donc malien, dont le gouvernement donc organise les élections, et ces candidats ont posé un certain nombre de problèmes concernant la crédibilité et donc la transparence du scrutin. Il a semblé comprendre, mais on se rend compte que le jour du vote, aucune disposition n'a été prise pour que ces craintes-là ne soient pas justifiées au finish. Si par exemple vous voyez, on vient et des gens qui n'étaient pas censés voter, on leur distribue les cartes d'électeurs et on leur demande d'aller voter avec des consignes précises, ça pose déjà problème. Si à un moment donné, des candidats ne sont pas au courant d'un certain nombre de bureaux de vote qui se créent sous un arbre, dans une cour, et des gens votent au vu au su de tout le monde, alors qu'il fallait voter dans un bureau de vote avec un isoloir fait pour la circonstance. Si un certain nombre de choses se déroulent de cette façon, ça veut dire que la crainte et la contestation de ces candidats-là sont justifiées. Maintenant, on attend la CENI, on verra quelles seront donc les tendances ou la proportion des chiffres qu'elle va communiquer à l'issue donc de ce premier tour, et cela déterminera la suite des opérations. Et donc je répète, à l'instant T, si la CENI ne sait pas faire et s'amuse à dire que le président sortant, donc candidat à sa succession, gagne dans le premier tour, alors qu'un certain nombre d'irrégularités ont été relevées et que cela ne se justifierait pas et que des candidats auraient des preuves contraires aux chiffres que donnerait la CENI, je dis que ça va créer un autre problème dont le Mali, à l'heure actuelle, n'a pas besoin. Déjà, à quelques jours après les élections, les deux principaux challengers s'annonçaient déjà au second tour. Ça aussi, ça porte des gemmes d'une éventuelle contestation si les résultats ne venaient pas à confirmer cette tendance qu'ils avaient annoncée. Donc, vous savez, si des gens vont aux élections, chacun a son ambition et chacun donne ses impressions, son ambition par rapport à sa popularité et à le déroulement plutôt de la campagne électorale. Et donc, Dieu merci, la campagne électorale au Mali s'est déroulée de façon plutôt calme. On a craint des attentats et tout, il n'y a rien eu. Dieu merci. Maintenant, on a vu que le candidat du pouvoir n'a pas eu cette opportunité-là de sillonner le pays et d'aller jusque dans le nord du pays, comme l'opposition ou les chefs de file de l'opposition a eu l'occasion, par exemple, d'aller un peu jusque chez les Touaregs et tout, pour discuter avec eux. Et on a vu un peu que c'est quelqu'un de populaire aussi. Donc, au vu de leur popularité, les gens peuvent se dire qu'ils vont gagner, qu'ils seront au deuxième tour. Mais maintenant qu'il y a des irrégularités, il y a des reproches faits à la CENI et à la Cour constitutionnelle qu'on accuse d'avoir pris 900 millions de francs CFA pour faire passer le président candidat donc à sa succession. Il faut maintenant que les institutions, je le dis encore une fois, en charge de l'organisation du scrutin, travaillent de fond en comble
les résultats et les chiffres qui viendraient des centres de vote pour essayer de faire la part des choses, parce que les candidats qui contestent déjà ont dit qu'il y a des chiffres qui ont été attribués à un certain nombre de candidats dans des circonscriptions électorales, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas normal. Mais en même temps, il faut dire aussi que si la CENI donne la victoire au président sortant, l'opposition pourrait également s'en prendre à elle-même, parce que vous savez, les oppositions africaines n'ont pas souvent les moyens de leur politique, et donc ils vont aux élections sans forcément mettre des délégués dans tous les centres de vote. Donc on arrive dans des centres de vote où il n'y a que des représentants du pouvoir, des partis au pouvoir, et donc moi je ne veux pas venir travailler à votre place pour que vous veniez me gagner. Et donc ces délégués-là se donnent le plaisir de faire... de tripatouiller un peu les résultats. Voilà, de tripatouiller, de changer les chiffres, d'attribuer tel chiffre à telle personne, parce qu'il n'y a pas ses yeux là-bas. La personne n'a pas ses yeux, ce candidat n'a pas ses représentants pour un peu surveiller les choses. Et donc, ça porterait atteinte en fait à la crédibilité de l'élection, mais l'opposition également pourra s'en prendre à elle-même de n'avoir pas su s'organiser dès le départ pour mettre des représentants et des délégués dans tous les centres de vote et dans tous les bureaux de vote. Alors, du côté du pouvoir aussi, on ne reconnaît pas que les élections étaient parfaites, parce qu'il y a eu au moins plus de 700 bureaux de vote où les élections n'ont pas eu lieu. Est-ce que dans le contexte malien d'aujourd'hui, il est possible d'organiser des élections propres? Du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je l'ai dit, quand on est dans un pays en crise, un pays en guerre, un pays coupé presque en deux, on ne peut pas organiser des élections propres. Ailleurs, c'est un peu ce qui se passe au Mali actuellement, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, où dans le nord, il y avait les rebelles qui ont des armes et qui donc faisaient la loi au niveau des bureaux de vote et des centres de vote. Donc, des représentants du pouvoir même n'avaient pas accès à certains centres de vote dans le nord et qui ont dû bourrer les urnes pour donner la victoire à Alassane Ouattara par la suite. C'est un peu la même chose qui se passe au Mali actuellement, où un certain nombre d'autorités officielles ne peuvent pas prendre le risque de se rendre dans le nord du pays pour battre campagne pour Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, dans ces contextes-là, il est difficile de tenir des élections propres, des élections sans reproche. Le pouvoir pourra accuser l'opposition d'avoir fait, on va dire, de tripatouiller les choses dans le nord, où les rebelles font la loi, et donc les rebelles qui sont contre, évidemment, le pouvoir central. Donc, l'opposition également va accuser le pouvoir de se donner donc dans la capitale et donc dans le sud du pays pour offrir la victoire au président sortant. Mais en tout état de cause, l'élection présidentielle, enfin, les élections ne peuvent jamais être propres. Mais si les Maliens ont de la voix, ils peuvent faire quelque chose d'acceptable. Merci Didier Assogba d'être passé répondre à nos questions. Merci. Et on va observer maintenant une courte pause pour retrouver l'invité de ce jour.